Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous pour ce dernier numéro de votre rendez-vous d'analyse et de débat des sujets d'actualité des dernières heures. Le premier sujet de ce numéro de Entre deux News sur les antennes de Reflet TV, Alassane Ouattara face aux Ivoiriens, les tops et les flops d'un discours très attendu par les Ivoiriens. Et le second sujet de cette émission adresse à la nation les tops et les flops aussi des leaders des partis politiques de l'opposition ivoirienne. Quels sont les discours tenus? Quel est le contenu de ces discours? Et enfin, qui sont ces leaders politiques qui sont restés muets lors de la célébration du 64e anniversaire de notre pays, la Côte d'Ivoire? Vous aurez des éléments de réponse dans cette édition avec nos analystes. Thomas Guessambir, bonsoir. Bonsoir. Bonne fête de nouveau. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, Chéric Balé, bonsoir à vous. Bonsoir. Bonne fête de l'indépendance. Bon, je n'ai pas fait de fête, moi. Pourquoi? Laissez tomber. À vos soins. Alors, vos impressions après avoir vu un échantillon de l'arsenal militaire de notre pays, la Côte d'Ivoire? Bon, comme je n'ai pas suivi le défilé, je ne peux pas me prononcer. Bien. Thomas Guessambi, votre réaction? Moi, j'avais déjà eu le privilège en 2022 à la célébration de la fête à Yamoussoukro. J'avais eu le privilège d'y assister. Et j'avais déjà vu le défilé de ce que le langage militaire appelle la réserve de défense et de sécurité. C'était impressionnant à vue d'œil et de savoir que ce sont les acquisitions de l'armée nationale de Côte d'Ivoire pour l'Ivoirien que je suis. J'en étais heureux, même si il ne me vient pas à l'esprit qu'il y ait une confrontation quelconque pour voir la puissance de ces éléments. Ça vous rassure? Elle est beaucoup plus dissuasive. Et tant que c'est le langage de la dissuasion de ce type, c'est encore mieux que la confrontation elle-même. Alors, le discours du chef de l'État le 6 août 2024 était sans doute l'un des plus attendus de ce quinquennat. Hier, nous avons fait un décryptage avec vous sur ce plateau, point par point. Mais aujourd'hui, il est question des tops et flops de ce discours du chef de l'État. Tout d'abord, les tops, plus Chéric Balé. Bon. Tout comme le discours du 18 juin, nous, on fait partie de ceux qui sont restés sur leur faim. Du coup, en termes de top, ce qu'on pourrait dire, c'est peut-être tout ce qui a constitué les éléments d'autosatisfaction du président sur les investissements et tout, mais bon, sinon... Et la grâce présidentielle, par exemple, accordée à des détenus? La grâce présidentielle, malheureusement pour eux, nous, on a fait la prison et on sait comment ça se passe. On annonce 2000 personnes, on n'en libère même pas 100. Et puis, on le fait en retard. Donc, franchement, ce n'est pas pour nous une annonce... c'est bien qu'il l'ait fait, mais maintenant, dans les faits, c'est autre chose. Sylvain, Thomas Guessambi, les tops du discours du président Alassane Ouattara. Les tops, pour moi, c'est le fait de reconnaître le mérite des Ivoiriens dans leurs différentes compositions. Ceux qui ont donné de leur temps, de leur sueur hier et qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Leur travail, leur mérite a été reconnu et je pense qu'il y a même une prime que l'État de Côte d'Ivoire s'apprête à leur accorder à la fin du mois prochain. Les tops, c'est naturellement le fait qu'un président de la République puisse reconnaître ce qui peut être le gémissement de tout un peuple lié à la cherté de la vie, lié aussi au déguerpissement, ça et là, que nous puissions voir, qu'il puisse le reconnaître et dire qu'il entend tous ces cris et qu'il entend y apporter des solutions. Le top, c'est naturellement les forces de défense qu'on félicite pour leur donner encore plus de courage pour rester éveillés parce que nous sommes dans un contexte quand même d'extrémisme violent et protéiforme qui gagne les pays de la sous-région, que nos militaires soient toujours aux aguets et qu'ils puissent utiliser à bon escient tout cet équipement qu'on leur donne. Pour moi, c'était le top. Le top, c'est aussi
cette assurance et cette façon de rassurer la population, le peuple, quant à l'amélioration de sa condition de vie et de travail, plutôt que d'annoncer ce que moi je qualifie très souvent de sinistrose, faire peur à la population. Pour moi, c'est déjà bon. Et peut-être qu'on me dira, dire et faire, il y a sans doute un hiatus, mais le fait qu'un président de la République le dise, pour moi, les mots sont sacrés. Pour le croyant. Chérif Balé, c'était un discours rassurant tenu par le chef de l'État. Bon, rassurant, je ne sais pas par rapport à quoi. Sinon, il n'y a rien de nouveau en fait qu'il ait dit. On a l'habitude de l'entendre faire l'apologie de tout ce qu'il a réalisé. On a l'habitude de l'entendre faire des promesses. Nous, on veut sortir des promesses. Les Ivoiriens ont des problèmes qui sont sûrs de tous. Donc, quand le président de la République prend la parole, ce à quoi on s'attend, c'est des solutions. Voilà. Bien, c'est pas des promesses. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la population. Nous avons réalisé une Vox Populi auprès de la population à Abidjan. Voici pour vous, chez vous, chers téléspectateurs, ce que vous pensez du discours du président de la République, Alassane Ouattara. Suivons ensemble les réactions. Il faut dire que j'ai été satisfaite par son discours. Cela nous a vraiment rassurés parce que, en ce qui concerne la cherté de la vie, il y avait beaucoup de personnes qui murmuraient et nous-mêmes, cela nous inquiétait. Donc à ce niveau, lui-même, il a proposé déjà une solution qu'il est en train de revoir parce que c'est surtout la cherté de la vie qui nous importe actuellement. Des mandats qui viennent là, comment il va se présenter? C'est ce que nous on attendait, mais il n'a rien dit par rapport à ça. Les retraités, il a si bien dit qu'il va arranger les choses. Les retraités. Et ça, vraiment, je suis très content. Nous allons bénéficier, n'est-ce pas, du tiers de notre salaire chaque année. Et ça commence le mois prochain. Je trouve que c'est un grand geste. Le fait qu'il ait pensé aux retraités. Pour ça, vraiment, je lui souhaite une longue vie, une bonne santé, vraiment. Je souhaiterais qu'il y ait la cohésion sociale, qu'il y ait toujours la paix en Côte d'Ivoire. Je demande vraiment à les autorités de faire face à la population pour qu'on puisse se reconstruire et puis essayer de voir un peu le coût de la vie. Le marché reste cher. Il n'a qu'à diminuer un peu le marché. Il n'a qu'à voir les gens. En tout cas, comment il va prendre ses mesures, ses précautions pour que la vie vraiment nous coûte un peu moins cher. On ne peut rien payer au marché. Nos enfants n'arrivent même pas à manger. Vraiment, on ne s'en sort pas. Moi, ma préoccupation, c'est ça. La vie chère, il n'a qu'à revoir ce côté-là. C'est ma préoccupation. Alors, nous sommes maintenant de retour en plateau. Thomas Guessambi, les flops maintenant du discours du chef de l'État. Oui. Lié aussi aux réactions des Ivoiriens. Oui, je l'ai dit hier, quand nous étions en train de décrypter à chaud l'intervention, le discours du président de la République sur votre plateau. Je l'ai dit, c'est déjà quand même un grand pas et un premier pas de relever le même constat que les Ivoiriens, parce qu'on peut se dire qu'un président de la République, un gouvernement, ils ont tous les privilèges, donc ils ne sentent pas ce que le reste de la population vit. Donc le fait que le président de la République relève cela, pour nous, ça nous permet de prendre à témoin l'histoire qu'il a relevé, que les Ivoiriens souffrent de la cherté de la vie. Mais comme je l'ai dit hier, par-delà ce constat qui est partagé et que le président de la République vient valider en quelque sorte, il faut maintenant poser des actions pour ne pas que ce soit la mort d'un petit cheval contre laquelle on ne peut rien. Et j'ai dit hier que sans doute qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais j'ai eu à partager avec des acteurs du commerce une séance d'échange où ils ont fait leurs propositions, où les acteurs du commerce pensent qu'on a une des douanes les plus chères, on a un des ports où il y a un certain nombre de tracasseries qui retardent l'acheminement de leurs produits qu'ils importent et qui, naturellement, les obligent, en fin de compte, à augmenter les marges pour ne pas qu'ils soient des philanthropes. Donc,
le président de la République aurait pu nous donner des gages, par exemple, la réduction de tel ou tel aspect. Bon, nous ne l'avons pas eu. Ensuite, sur l'électricité, comme je l'ai dit ici une fois, on aurait pu dire cette situation que nous vivons, elle va durer encore un trimestre, un semestre, un an. Et croyez-moi, après cette sortie de turbulence, je vous donne 12 mois pour que les prix redescendent. Moi, c'est personnellement de telles propositions que j'attends. Plus Chéric Balé, les flops du discours du chef de l'État. Oui, le président de la République, c'est l'autorité suprême, c'est lui qui décide de beaucoup de choses. Et quand dans la vie courante, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, c'est lui qu'on regarde pour donner le dernier mot. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les flops, c'est qu'il n'y a pas eu d'annonce qui satisfasse tous les Ivoiriens. On ne peut pas régler tous les problèmes, c'est vrai, mais il aurait pu, compte tenu de la déception que nous avons eue pour le discours du 18 juin, à ce discours-là, faire des annonces. On a parlé de l'électricité, on aurait pu annoncer quand le coût de l'électricité allait diminuer, on aurait pu nous dire comment est-ce qu'il compte agir pour que la cherté de la vie aussi baisse. Par rapport aux logements sociaux, je ne sais pas s'il a été mal informé, mais il a dit que dans le nouveau programme, les conditions d'accès seront beaucoup plus souples. Il ne s'agit pas de ça. Les conditions d'accès étaient déjà souples parce que même les acteurs du secteur informel ont eu accès à la première phase des logements sociaux. Le problème, c'est dans l'exécution. On a donné des marchés à des entreprises qui n'en avaient pas les capacités. Certains ont pris l'argent des souscripteurs, ils ont disparu. D'autres ont livré des logements inachevés. Il y a des personnes qui sont nantis, qui sont allés prendre ces logements qui étaient prévus pour les ménages à revenus faibles. Il y en a qui ont pris 3, 4, qui ont modifié. Il y a des cités qui n'ont pas d'école. Actuellement, la cité Ado, sur la route de Bassam à Modeste, il y a 8 cités, il n'y a même pas une seule école. Et ça, on l'a décrié depuis, ça n'a pas changé. Donc, c'est tout ça les problèmes des logements sociaux. C'est aussi des souscripteurs qui ont demandé à être remboursés. On leur a dit que l'argent était sur un compte séquestre et pourtant, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à les rembourser. Mais peut-être que les choses ont changé. Le chef de l'État a demandé aux Ivoiriens de se rapprocher maintenant. Ça ne doit pas être une affaire de peut-être. Des mécanismes mis en place. Nous, on doit constater que les choses ont changé quand on nous présente les mesures qu'on a prises pour que les anciennes victimes du premier logement social, de la première phase des logements sociaux soient satisfaits. On doit pouvoir le constater, on doit nous présenter à la télévision ce qui est fait pour réparer tout ça avant de parler de la seconde phase. Maintenant, le président a parlé de Adjamé Village. Il n'a pas dit Adjamé Village, mais il a parlé du 4e pont. Les déguerpissements, là, ça n'a pas touché que Adjamé Village et ça n'a pas commencé avec Adjamé Village. Il aurait fallu que là aussi, ils disent quelque chose qui rassure tous les déguerpis. Parce que toutes les mesures qui ont été prises le 13 mars 2024 n'ont pas été appliquées. La fameuse indemnité de relogement a été donnée seulement aux déguerpis de GESCO et à ceux d'Atekoubé. Mais là encore, avec les listes frauduleuses, il y a même des victimes qui n'en ont pas reçu. Toutes les autres mesures n'ont pas été appliquées jusqu'aujourd'hui. Et ils parlent comme si tous les problèmes de déguerpissement étaient réglés. Il reste seulement ceux qui sont liés au 4e pont. Donc vraiment, en termes de flops, c'est vraiment tout ce qui est démagogique dans ce discours parce que nous, on aurait voulu franchement des décisions claires, fermes, qui satisfassent les attentes de la majorité des Ivoiriens. Bien avant de venir à Thomas Guessambi, nous avons invité les cadres du RHDP afin de pouvoir apporter également leurs différents arguments sur la question, sur le discours du chef de l'État. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse suite à nos différentes demandes formulées. Nous vous invitons donc à nous rejoindre très prochainement pour une autre émission. Thomas Guessambi, puis Chéric Balé a relevé la question du déguerpissement à Abidjan. Le chef de l'État a dit que, en tout cas, les populations vont recevoir, celles concernées par le 4e pont vont recevoir, en tout cas, quelque chose de la part du gouvernement. Mais elle soulève également d'autres questions, d'autres déguerpissements eu lieu à Abidjan. Ce n'est pas que pour le 4e pont.
Oui, mais je pense que dans le discours... Est-ce que c'était le cadre idéal pour revenir sur ces différents points, ces différents aspects? Bon, je ne suis pas du cabinet de M. le Président de la République, ni encore moins son chargé de communication, mais je pense que les éléments du discours ont bien été pensés avant de l'intégrer et puis de venir le dire. Mais ce que je dois dire sur la question des déguerpissements, nous sommes dans un monde où l'enrichissement sans cause gagne du terrain, où la mauvaise foi est la chose la mieux partagée, où on peut s'enrichir sur la misère des autres sans que cela ne nous donne un souci de conscience. Sinon, logiquement, d'où viendraient les fraudes si je n'étais pas ou je n'ai pas été touché par un projet de déguerpissement? Au nom de quoi devrais-je aller toucher de l'argent comme si j'étais déguerpi? Ça pose un véritable problème. On me dira peut-être qu'on n'est pas à l'église ou à la mosquée pour beaucoup plus de sensibilité. Mais il faut sans doute pour les autorités, en mettant à exécution un tel travail qui n'est pas une pluie d'été, qui nous surprend. C'est un projet qui est conçu, donc a priori, on aurait pu recenser les personnes, vu l'ampleur ou l'envergure que le projet, que ce soit la construction du pont ou du déguerpissement, établit une listing a priori, et puis après exécution, établit une autre liste a posteriori qu'on aurait pu comparer pour voir est-ce que la liste d'avant et la liste d'après, je pense que ça peut nous aider à régler cette histoire de fraude, des gens qui peuvent venir se présenter parce qu'il y a de l'argent à donner et qui ne méritent pas cet argent. Ensuite, voilà, comme Pilcheri le dit, je pense que nous avons affaire à un gouvernement qui a intégré la communication dans sa gestion. Il y a par moments des émissions qui passent pour présenter à la population les réalisations. Donc, naturellement, s'il y a des situations que le gouvernement est en train de rattraper, par exemple en matière d'accès au logement, bon, on peut communiquer dessus pour voir ceux qui étaient hier au départ du projet, qui n'ont pas été satisfaits, qui ont été lésés et qui ont été réintégrés dans une sorte de rattrapage bénéfique. Bien. Est-ce que le président Ouattara vous a satisfait, parlant bien sûr de la question de la cherté de la vie? C'est comme si vous me reposez la même question. Je vous ai dit tout à l'heure que il a constaté, bon, pour moi, le fait qu'il constate, c'est déjà bon. Ça veut dire que nous partageons tous le même constat. Mais j'aurais voulu des actions, par exemple, pour les hommes du troisième âge, pour reconnaître leur mérite. Il a promis. Et il a même insisté pour dire le mois prochain, ça se fera. Donc j'aurais voulu entendre des mesures de ce type sur la cherté de la vie. Bien, plus cher Balé, cherté de la vie, dans le discours du président Alassane Ouattara. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Hein. Le président a eu l'humilité de reconnaître que c'est un problème qui est effectif, mais venant de lui, en sa qualité de premier responsable du pays, nous on attendait des mesures concrètes qui montrent qu'il est prêt à trouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais il a dit que les instructions ont été données au gouvernement ivoirien afin de trouver des solutions. Là, il y a longtemps, on donne instruction. Le ministère en charge du commerce a déjà pris plusieurs mesures qui devraient agir sur la cherté de la vie. Le problème, c'est que sur le terrain, ces mesures-là ne sont pas appliquées. Même les plafonnements, les taux de plafonnement se fixent sans concertation avec les commerçants. Après, sur le terrain, il y a des problèmes pour appliquer. Maintenant, ceux mêmes qui sont chargés du contrôle de ces mesures-là sont tellement corrompus aussi qu'ils ne font pas leur travail. Du coup, la population n'en bénéficie pas. Sinon, ce n'est pas faute d'avoir donné d'instructions. C'est depuis plusieurs années que ce problème existe, mais on va de mal en pire. Alors, le flop des flops, pardon. Dans le discours, bon, si je parle de la cherté de la vie, moi, ça me concerne. Donc, j'allais dire que sur cet aspect, le fait de n'avoir pas entendu des mesures concrètes, ça peut l'être pour moi. Mais d'un point de vue
de ceux qui assistent aussi à la scène et à l'actualité politique. Je suis resté sur ma faim, le fait qu'ils ne puissent pas enfin éclairer mon opinion sur sa volonté de se présenter prochainement ou pas. Bon, je sais que ce n'est pas aussi une tribune d'une convention politique où de telles décisions s'annoncent, mais c'était une décision, par exemple, que j'attendais personnellement, et je suis sûr que je ne suis pas le seul Ivoirien qui l'attendait dans son discours à l'État des Nations. Donc je me suis dit, ce qu'il n'a pas pu dire, et il a même dit que son directeur de protocole ou son chef de protocole lui a dit que oui, ça, c'était le 18 juin. Qu'il était attendu. Donc pour moi, le 6 août allait être l'occasion de le dire, mais le président de la République joue toujours, je vais dire, sur le temps. Et bon, ça sera encore une prochaine fois. Voilà. Alors, puis chérie Gbalé, votre flop des flops. Moi, j'en avais deux. Donc, en plus de la question des déguerpissements qu'on a déjà largement évoqué, c'est le fait que le chef de l'État ait feint d'ignorer que nous sommes dans une année préélectorale. Il a parlé de paix sans dire ce qu'il ferait en faveur de la paix. Nous, en tout cas, on lui a transmis un document qui présente ce que tous les acteurs politiques et sociaux souhaiteraient pour qu'il y ait des élections inclusives, transparentes et apaisées. Et donc, on aurait souhaité qu'il ait parlé, qu'il annonce qu'un dialogue politique allait bientôt s'ouvrir pour pouvoir aborder toutes ces questions en toute sérénité en 2024, de sorte qu'on entre en 2025 en ayant résolu tout ce qui pose problème par rapport au processus électoral. Donc le fait de n'avoir même pas du tout évoqué la question des élections en rapport avec la paix, pour nous, c'est assez grave. Et la question des politiques comme Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro. Tout ça, ça entre dans ce cadre. Quand on parle de dialogue politique, c'est pour mettre sur la table tout ce qui fâche, tout ce qui pourrait être source de conflit en 2025. Donc, s'il en avait parlé, il aurait dû quand même annoncer l'ouverture d'un dialogue politique, parce que là, on est en train d'achever l'année 2024 sans que rien sur ce plan-là n'ait été fait. Thomas Gessambi, vous voulez réagir sur cette partie? Non, je n'ai pas de réaction, mais en tant que citoyen et journaliste, j'ai en mémoire que au sortir de la crise post-électorale, je pense les premières années qui ont suivi, il y avait quand même un cadre de concertation dans laquelle le FPI d'antan n'était pas encore divisé, PPACI, FPI. Il y avait des acteurs comme Pascal Affi-N'Guessan, autant des deux premiers ministres qui ne sont plus. Il y avait quand même ce cadre-là de concertation, même si on ne sentait pas de façon notable les évolutions en matière d'élargissement des prisonniers, ben, cela s'est fait progressivement et beaucoup sont dehors. Les dégels aussi, bon, il y a ce que le gouvernement nous dit, mais il y a des sons de cloche qu'on entend souvent, que les dégels sont pas... Dernière question pour terminer, on a l'habitude de voir des discours traditionnels. Est-ce que ce n'était pas encore mieux de procéder par exemple à une interview sur la télévision nationale pour le chef de l'État, afin de s'adresser aux populations à l'occasion de l'indépendance, de la fête de l'indépendance? Oui, et pourquoi pas. Je sais que l'ex-président Laurent Gbagbo se prêtait à cet exercice. C'est le choix quand même des communicateurs qui sont autour de l'autorité du président de la République. Je vois aussi que le président de la République accorde ce genre d'interviews, d'échanges aux chaînes étrangères par moment, où il donne son opinion sur des questions cruciales. Oui, pourquoi pas, mais toujours est-il que ce qu'on attend, que ce soit au cours d'une interview, on peut toujours éluder des sujets, on peut toujours ne pas donner des réponses à des questions que les gens attendent. Pour moi, le plus important, c'est est-ce qu'on est attendu sur un sujet, est-ce qu'on y a répondu? Bien, madame, monsieur, c'est la fin de la première partie de cette émission. Nous marquons une courte pause. On revient juste après.
Madame, Monsieur, vous suivez Entre deux News, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité du lundi au jeudi à partir de 20h15 sur les antennes de Reflet TV. Adresse à la nation les tops et les flops des leaders des partis politiques de l'opposition ivoirienne. Quels sont les tops pour vous, Plucher Igbali? Bon, il y a eu 3 discours, celui du président Guillaume Soro, celui du président du PDCI, Tidjane Thiam, et puis on a eu, on va dire, une réaction du ministre Billon. Et même une autre réaction de Charles Blé-Goudé. Ah, ça, je n'ai pas vu. Il y a une réaction de Charles Blé-Goudé que je vais vous présenter tout à l'heure. D'accord, allez-y. ok. Donc, les tops, c'est que eux tous, dans leur ensemble, ont touché à des points très essentiels pour les populations ivoiriennes. Et ils sont allés vraiment dans le fond des vrais sujets qui préoccupent les Ivoiriens. Malheureusement, la décision ne leur appartient pas encore. Thomas Gessambi, le top des réactions sur nos messages des leaders politiques de l'opposition ivoirienne. Pour moi, il n'y a pas de top ou de moins top. Parce que je n'avais pas une attente particulière dans l'attente de ces interventions. Mais ce que je relève quand M. Thiam, l'actuel président du PDCI, évoque la question de la préservation du climat, d'un climat de paix qui puisse nous conduire à des élections, cela peut impacter ma vie. Donc pour moi, qui parle de paix a sans doute recueilli mon intérêt pour la question. Quand Charles Blé-Goudé parle d'une sorte d'industrialisation pour que la lampe qui éclaire la maison ne soit pas importée, bon, c'est la volonté de tout le monde que l'industrialisation qui a 2 intérêts, la création des emplois et l'augmentation des taxes, pas des taxes, mais des revenus de l'État par la fiscalité, c'est toujours intéressant. Et puis, bien entendu, cela joue sur aussi la réduction de la cherté de la vie. C'est intéressant pour moi. Et quand Guillaume Soro, lui, il va point par point de vue défense, diplomatique, la Côte d'Ivoire, où le président actuel n'est pas en odeur de sainteté avec ses voisins autour et que les vrais problèmes ne sont pas adressés. Bon, pour moi, c'est l'intervention d'un opposant. Il faut sans doute, en direction du parti qui est au pouvoir, taper là où ça fait mal parce que nous sommes proches des échéances. Qu'est-ce qu'on peut faire pour discréditer l'adversaire et puis, bon, se donner beaucoup plus de faveur pour pouvoir remporter la partie. Donc, c'est juste des passes d'armes, je pense, entre des leaders politiques. Bien, Plucher Igbali, dans l'ensemble, quelle lecture faites-vous du discours tenu par Tidjane Thiam, le président du PDCI RDA? Monsieur Tidjane Thiam s'est exprimé avec l'élégance et la mesure qui caractérise le PDCI, qui est un parti qui n'est pas dans les invectives. Il a vraiment su toucher aux points essentiels, notamment montrer qu'au-delà des infrastructures, le développement humain constitue une donne très importante. Et c'est par là aussi qu'on mesure l'impact de la croissance économique sur la qualité de vie des populations. Il a insisté aussi sur l'inclusivité des élections en parlant de la nécessité de permettre que toutes les personnes en âge de voter qui ne sont pas inscrites sur les listes le puissent. Et ça aussi, ça nous tient beaucoup à cœur parce que il y a 4 à 5 millions d'Ivoiriens qui ne sont pas encore sur les listes électorales, alors qu'avec les chiffres que nous avons, c'est 3 millions qui décident pour tout le monde. Donc il aurait été bien que pour que les élections soient réellement crédibles, tous ceux qui devraient être sur la liste y soient inscrits, mais que ceux aussi qui sont sur les listes aillent user de leur droit de vote. Donc vraiment, nous pensons qu'il a touché à des points essentiels. Il a aussi parlé des déguerpissements en insistant sur le respect des normes
dans l'exécution de ces déguerpissements-là. Donc pour nous, son discours était un bon discours, pas seulement le discours d'un opposant, mais le discours de quelqu'un qui est informé, qui est imprégné des réalités des Ivoiriens et qui fait des propositions dans le sens d'une amélioration. Guessambi, votre analyse dans l'ensemble du discours de Tidiane Thiam? Oui, dans la forme, je vois un homme qui n'échappe pas à cette exigence de payer le prix quand on souhaite devenir président de la République, qu'il faut battre le pavé contre vents et marées, et que sans doute cette honorabilité qu'on a pu avoir de par sa profession n'a plus droit de citer, mais qu'on fait face à toutes sortes de colibés. Mais ce que je retiens dans le fond du discours, c'est le fait pour lui, non seulement de parler de paix, nous savons que le père fondateur avait pour un grand intérêt pour la paix, qui devait être la seconde religion pour les Ivoiriens, mais M. Tidiane Thiam est revenu sur l'indice de développement qui a défrayé la chronique en faisant des comparaisons depuis le temps d'Houphouët, le rang que la Côte d'Ivoire a occupé jusqu'au dernier rang en 2024. Et je sais que ça a dû choquer les membres du gouvernement actuel. Pourquoi choquer? Choqué parce qu'il y a eu, je pense, un rassemblement à Divo où un des membres du gouvernement s'était offusqué et bon, avait relevé. Donc le fait que Tidiane Thiam en parle, pour moi, c'est sans doute un élément qu'il pense pouvoir utiliser pour fragiliser un peu cette présentation réluisante que le président de la République et son gouvernement font de la vie économique, sociale du pays. Et puis, bon, moi, je regarde ça, je dis, bon, c'est un opposant qui en parle, mais en vérité aussi pour qu'il y ait cet idéal, pour qu'il y ait, je vais dire, ce progrès économique que nous appelons de tous nos voeux qui puissent bénéficier aux Ivoiriens, il y a quand même des exigences de stabilité, il y a des exigences de vision. Est-ce que le gouvernement actuel y travaille ou pas? Ce que je sais, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation relativement plus stable que celle que nous avons connue la décennie 2000-2010. Et c'est de bonne guerre que la Côte d'Ivoire ne soit plus un pays en partition. Bon, quand je le dis, Pulchérie Henry, mais ce sont les faits. Je veux dire, la Côte d'Ivoire n'est plus divisée. Il n'y a plus de Côte d'Ivoire du Nord, du Sud. Il y a une seule armée. Il y a un seul président qui gouverne. Pour moi, c'est le gage de la stabilité. Le pays a accueilli des importantes rencontres du monde, de l'Union européenne et de l'Afrique. Pour moi, ce sont des branding nations qui comptent dans le repositionnement d'un pays. Et la paix est naturellement quelque chose qu'on construit dans la vie de tous les jours. Bien, parlant de paix, Tidiane Thiam souhaite des élections présidentielles apaisées en 2025 en Côte d'Ivoire. Voici ses affirmations affichées à l'écran. Alors que nous nous rapprochons de 2025, je crains que des leaders sans scrupules essaient de nouveau de nous entraîner dans la voie du conflit, de la violence et de la division. Si je me suis porté candidat à la présidence du parti d'Houphouët-Boigny, dont les militants m'ont fait l'immense honneur de m'élire, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour barrer le chemin à ceux qui n'auraient rien appris du passé récent de notre pays. Fin de citation. Votre commentaire, plus cher Balé. Oui, ce qu'il dit est tout à fait juste, parce qu'il y a des comportements très irresponsables au niveau des responsables du parti au pouvoir. Si on revient sur cette affaire d'indice pour le développement humain, qu'un ministre, au cours d'un meeting, se permette de dire « on s'en fout ». Non seulement c'est vulgaire de dire « on s'en fout », mais en plus, ça traduit soit qu'il ignore ce que c'est, soit qu'il est de mauvaise foi, mais l'indice pour le développement humain, c'est quelque chose d'incontournable. La preuve, il y a longtemps que les institutions internationales se basent dessus pour juger de la qualité de vie des populations.
Donc, quand des ministres tiennent ce genre de propos, ou bien qu'un autre, et lui particulièrement, il a été beaucoup attaqué par les responsables du parti au pouvoir. Il y en a qui lui ont prêté des propos tribalistes, ce qui n'est pas vrai. Donc, il a raison de dire qu'on ne devrait pas, dans le contexte actuel, créer les conditions d'une violence. Ça, ce n'est pas normal. Maintenant, quand on fait de l'exclusion de certains candidats qui auraient dû être sur la liste électorale simplement parce qu'on refuse d'appliquer les décisions d'une juridiction africaine, il y a aussi un problème. Donc moi, je suis d'avis avec lui qu'il faut travailler à réunir les conditions qu'il faut pour des élections réellement apaisées. Et ce n'est pas aux tenants du pouvoir d'être eux-mêmes responsables de tout ce qui pourrait attiser les violences. Thomas Gessambi, pour vous, à qui est adressé ce message? Ce n'est pas qu'au pouvoir, il y a peut-être d'autres partis de l'opposition qui tiennent ce type de discours. Ben oui, c'est adressé, je vais dire, à lui-même, ses propres partisans que nous entendons bien souvent sur les réseaux sociaux dans leurs activités de partis d'opposition. Il s'adresse aussi, pourquoi pas, à la société civile pour être des acteurs de cette préservation de paix. Mais moi, la scène politique me fait toujours penser au monde du sport, du football. Est-ce qu'on peut demander à des supporters anglais face à d'autres supporters d'un autre club de venir comme des enfants de cœur, assister à une finale de leurs équipes? Non, si on ne peut pas leur demander de se comporter comme des enfants de cœur, c'est d'encadrer la compétition, c'est de prendre des mesures idoines pour ne pas que les débordements viennent empêcher cette confrontation ou bien cette finale. Donc c'est la même chose en politique. On l'a vu au Bénin, à l'approche de l'élection, dès lors que, bon, il y a des volontés de se présenter, qui se présentent, bon, il y a des crises qui parviennent, qui peuvent souvent ouvrir les portes de la prison à certains opposants, et puis, bon, en fin de compte, ça marche. On a vu au Sénégal, voilà, aussi cette façon pour le président de la République de se lever pour dire, bon, nous allons reporter, et voici comment les choses devraient aller, mais ça n'a pas marché. Donc, ailleurs, ça peut marcher, dans certains cas aussi, ça peut ne pas marcher. Mais la chose la plus importante, c'est que il y a des Ivoiriens qui ne sont pas forcément engagés, il y a des citoyens qui vivent sur le sol ivoirien, qui ne sont pas forcément engagés dans les joutes électorales et qui ne sont souvent pas épargnés quand on assiste à la décapitation d'un jeune pour une élection ou une campagne présidentielle. On se demande, est-ce que ça en valait la peine? Donc, un tel appel d'un président du parti principal de l'opposition a de la valeur pour que ce soit une sorte de sonnette d'alarme, pour qu'on crée, selon qu'on soit dans l'opposition ou dans le gouvernement, les conditions pour aller à une joute électorale qui devrait être un jeu ou un rendez-vous entre des hommes qui aspirent à diriger un peuple et la volonté du peuple de choisir un d'entre eux, sans qu'il n'y ait forcément de violence. Et notre démocratie, pas seulement l'ivoirienne, mais ivoirienne parce que c'est mon pays, mais dans la plupart des pays africains, devrait gagner en maturité dans ce sens pour que les élections se fasse, bien entendu, avec l'échauffourée des campagnes, des discours qu'on peut tenir, mais qu'on n'aille pas au-delà des discours pour que la violence qui ruine des espoirs puisse prendre la place sur des discours en vue de se faire élire. Bien, alors selon Guillaume Soro, nous assistons à une aggravation de la cherté de la vie, une augmentation du chômage, des déguerpissements forcés et des inondations, et une augmentation du taux de suicide, une explosion de la corruption, une situation sécuritaire préoccupante pour ne citer que ces points parmi tant d'autres. Cher Iqbalé, votre critique du fond du message de Guillaume Soro, le président de GPS.
Oui, de sa position, il a certainement une vue beaucoup plus objective de tout ce qui se passe dans le pays. Et je constate que dans son discours, il a vraiment fait le tour. Il n'a rien omis. Il a articulé son discours sur 5 plans, au plan politique, au plan économique, social, sécuritaire et diplomatique. En tout cas, il a fait le tour. Et sur la question des inondations, puisqu'on a déjà assez parlé des autres points, sur la question des inondations, j'aimerais insister sur le fait que la responsabilité du gouvernement est très engagée. Parce que le problème n'est pas nouveau. Tous les ans, il y a inondation. Et normalement, si le ministère en charge de l'assainissement faisait bien son travail, ils savent quels sont les points critiques qui sont à la base de toutes ces inondations. Et normalement, ils devraient trouver les solutions. Je sais qu'en 2023, ils avaient annoncé que 500 milliards allaient être dégagés pour travailler sur cette question de l'inondation. Bon, comme ici, on joue à les milliards, on les détourne, il n'y a pas de problème. Mais sinon, normalement, en 2024, on n'aurait pas dû assister à pire. Parce que les autres années, on a vu... Il y a des améliorations. Des zones. Quelle amélioration? Le carrefour de Cocody était inondé. l'Indénié, qui est aujourd'hui épargné des inondations. Oui, il y a eu des travaux sur la baie de Cocody qui ont fait que là-bas, ça ne s'inonde plus. Mais il y a plusieurs points critiques par rapport aux inondations qui, s'ils avaient été traités aussi, on n'aurait pas assisté à ces inondations qu'on a vues cette année, qui sont pires que ceux de l'année passée, à tous ces morts, ces éboulements. C'est des choses qu'on aurait dû traiter pendant la saison sèche parce qu'on connaît le problème. Mais je ne sais pas pourquoi on n'est pas dans la prévention, on veut toujours réagir après coup. Ce n'est pas normal. Thomas Guessambi, Guillaume Soro n'a fait que critiquer sans rien proposer de concret. C'est vous qui le dites. Bon, est-ce que je devrais partager... Quand on lit son discours, il n'y a pas de proposition. D'accord. Mais ce que je dois dire, est-ce que c'est dans le rôle de Soro Guillaume d'apprécier le travail du gouvernement actuel? Non, c'est peut-être la critique systématique, c'est de bonne loi pour les partis montrer des limites, mais qu'est-ce qu'on propose concrètement? Il aspire diriger la Côte d'Ivoire un jour. Mais bien entendu, c'est pour ça que je vous ai dit sur ce plateau, il a été au cœur du pouvoir. Et s'il relève, par exemple, les détournements, quand il était Premier ministre, quand il était président de l'Assemblée nationale, je pense qu'il y a eu ces cas qui ont été avérés dans des entreprises publiques. Donc, c'est aussi cela que vous-même vous relevez. Il est certes bon de critiquer, de tirer à boulet rouge sur ce qui ne va pas, mais c'est aussi bon de proposer. Et puis, naturellement, en proposant de faire référence peut-être aussi à sa gestion d'hier, ça peut éclairer le peuple qui, dans quelques mois, devrait aller pour choisir ses futurs dirigeants. Est-ce que c'est toute la différence entre Guillaume Soro et Tidiane Thiam? Est-ce que Tidiane Thiam a fait des propositions? Je pense que le fait de donner le classement de la Côte d'Ivoire sur l'indice de développement, c'est un constat. Le fait d'appeler à la paix, c'est un besoin pour chacun d'entre nous, parce que sans paix, je ne suis pas sûr qu'il puisse mener sa carrière, sa vie politique. Il y a dans certains pays où c'est une transition militaire qui ne donne pas la possibilité aux hommes politiques de s'exprimer. Donc, je ne pense pas encore à des propositions qu'il fait, mais plus des vœux pour qu'il puisse mener sa carrière politique. Alors, ce message est de Charles Blé Goudé, le président du COGEP. Je cite, en 64, indépendance, pieds et mains certes décharnés, esprit toujours embastillé dans une boîte d'esclavage volontaire. Même la lampe qui éclaire notre maison est importée. Côte d'Ivoire, réveille-toi. Que vous inspire ce message, plus cher Iqbali? Bon, moi, je n'ai pas vu ce message, c'est maintenant que vous m'en parlez. Mais ce que je voudrais dire, c'est que y a tellement de problèmes que chacun prend le pan qu'il pense être le plus important pour lui.
Et là, je pense qu'il est en train de parler du fait qu'il faille travailler à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire pour que nous puissions produire ce que nous consommons plutôt que d'importer. Et c'est tout à fait normal parce que c'est tout ça aussi qui détermine l'indépendance réelle, l'indépendance économique. Thomas Guessambi, un message bref de la part de Charles Blé Goudé. Oui, peut-être très même condensé, mais qui peut avoir à demander à des impétrants des heures et des heures d'exposition sur le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que certains hommes politiques ont vite fait de dire nos chefs d'État sont les sous-préfets ou les valets des présidents de l'Occident. Il y a une matière qui est une réalité, la géostratégie, qui est la volonté pour un pays, pour une puissance, de voir le monde comme un espace de confrontation où il faut aller chercher ce qui nous manque, le posséder et en disposer. Donc cette géostratégie-là, au nom de cette géostratégie, on a par exemple des bases militaires américaines un peu partout dans le monde, des bases militaires françaises en Afrique, des bases... Donc sur le plan militaire, on voit l'expression de cette géostratégie. Ensuite, aujourd'hui, ce ne sont plus dans les relations internationales les pays qui sont les sujets du droit international. Il y a aujourd'hui de nouveaux types de sujets qui, contre vents et marées, sont entrés en lice. Il y a, par exemple, les multinationales qui ont des présidents, qui ont de la puissance pour inverser la courbe même de la vie d'une nation, les multinationales. Il y a aussi l'extrémisme violent qui s'est invité à un certain moment. Et puis, sur la scène internationale, on a toujours un protecteur et on a quelqu'un qu'on protège. Donc, la politique nationale a forcément un impact de ce que celui qui nous dirige à l'international nous demande de faire. Donc quand on n'est pas aux affaires, on pense peut-être que le président de la République est tellement, un président de la République africain est tellement ridicule, mais non, c'est la scène internationale qui l'impose, et cette scène internationale, elle est encore plus farouche que la jungle, que la faune que nous voyons. Bien. Donc, et au nombre de ça, on ne peut pas. Je me demande s'il y a un président africain qui peut souhaiter que son pays dépende entièrement de l'extérieur, que les produits de consommation viennent de l'extérieur. Non, je ne crois pas. Bien. Depuis le temps d'Houphouët jusqu'à maintenant, tous les gouvernements qui se sont succédés ont eu un plan d'industrialisation, mais il y a au moins 6 éléments très importants qui conditionnent l'exécution de ce plan-là. Bien. Est-ce que Charles Blé Goudé est bien placé pour lancer ce message aux Ivoiriens? Tout le monde est bien placé pour le lancer. Parce que l'autre fois, il était avec le pouvoir en place de Laurent Gbagbo. Bon, les mêmes ampoules étaient importées. Oui, mais le contexte, il n'est pas le même. Les mêmes ampoules étaient importées, mais moi je pense que comparer la gestion du président Gbagbo avec celle du président Ouattara sans tenir compte des contraintes qui ont été celles du président Gbagbo, ce ne serait pas juste. Le président Gbagbo a été élu en 2000, il a connu une rébellion en 2002 et les relents de cette rébellion se sont prolongés jusqu'à la crise de 2010. Il n'a pas gouverné dans un contexte paisible qui lui permette de faire certaines choses. Maintenant, pour revenir à cette question d'industrialisation, on va aller un peu vite, oui, c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. C'est vrai qu'il y a des contraintes géostratégiques. Tous les présidents sont soumis à toutes ces contraintes-là. Mais aujourd'hui, quand on voit l'exemple des présidents de l'AES, on se dit que on a raison de croire que... Qu'est-ce qu'ils fabriquent que nous ne pouvons pas fabriquer? Non, ils ont pris une certaine indépendance qui fait qu'ils se mettent maintenant à décider pour eux. Aujourd'hui, le président burkinabé a mis sur pied une politique de sorte que l'or burkinabé appartienne aux Burkinabés. Il est en train de construire des usines de concentration de tomates concentrées. Il est en train de prendre certaines initiatives qui, à terme, vont mener
le Burkina à maîtriser son économie. Chez nous, ici, on a ce problème-là d'avoir toute notre économie aux mains des étrangers. C'est pour ça, justement, que quand les gens parlent de croissance, le peuple ne constate pas, ne bénéficie pas de cette croissance-là, parce que la croissance est produite par des étrangers. On a sur notre... et là, le président Guillaume Soro a donné les chiffres. Il y a 95% d'entreprises qui sont nationales et elles ne produisent que 20% de la richesse. Et les 5% d'entreprises multinationales produisent 80% de la richesse. Et ça, on parle des entreprises normalement constituées. Mais même dans le secteur informel, c'est encore les étrangers qui dominent l'économie. Du coup, tout ce qu'ils gagnent va dans leur pays. Ça ne profite pas aux Ivoiriens. Et donc, tant qu'on n'a pas la maîtrise de notre industrie et de notre économie, on sera forcément soumis au dictat de l'extérieur. Bien, vous allez réagir parce que Jean-Luc Bion va dans ce même sens. Vous allez faire un lien. Jean-Luc Bion, le puissant homme d'affaires et cadre du PDC RDA, aussi réagit dans le même sens que Charles Blé Goudé. L'indépendance réelle, ça veut dire que les Ivoiriens sont économiquement forts. Être indépendant, c'est mettre en œuvre ses propres politiques grâce à des idées, ressources et des ressources suffisantes et avoir le contrôle sur son économie. Cela signifie que pour être véritablement indépendant, il est crucial que les Ivoiriens occupent des positions économiques solides et dominantes. Tant que nos concitoyens resteront dans la précarité, nous ne pourrons pas prétendre à une indépendance authentique et durable. Thomas Gessambi. Oui, j'entendais Pulcheri dire la volonté politique. Moi, ça me fait penser un peu à quand j'ai dit à mon père la première fois je veux me marier, il a souri, il dit est-ce que tu as le moyen de tenir une maison, un foyer. Donc la volonté, oui, mais la volonté seule ne suffit pas. Les pays de l'AES ont sans doute la volonté, mais sur l'échelle de l'industrialisation, il y a en première position les infrastructures. Et puis en deuxième position, la volonté politique. Je me demande... Mais qui décide des infrastructures? Non, à la place des routes et des ponts, là, on aurait pu créer d'autres conditions. Non, j'en arrive. Entre celui qui dit il faut, et entre celui qui pose des pas qui conduisent à l'industrialisation, qui vont au-delà du discours. Moi, je dis que ça, c'est un standard même international, qu'on ne peut pas aller à l'industrialisation sans infrastructure. Donc, c'est d'abord primordial. Donc, nous sommes sur la voie. Nous sommes sur la voie. La Côte d'Ivoire, contrairement aux pays de l'AES, la Côte d'Ivoire est en train d'investir dans les infrastructures. Elles sont routières, elles sont énergétiques, et c'est tout cela, le transport, qui a une importance. Ensuite, la volonté politique. Et je pense que la volonté politique s'est traduite là par la réalisation de ces infrastructures. Bien. Et en troisième position, il y a la stabilité. Sans stabilité, tout ce que nous avons comme volonté, quand on est en train de lutter contre l'extrémisme violent, le terrorisme, on a quel temps pour les infrastructures, on a quel temps pour la création de richesses. Donc c'est ça. Si la Côte d'Ivoire connaît la stabilité, donc encadrons cette stabilité, souhaitons, contribuons à cette stabilité. Bien, la Côte d'Ivoire est stable. Qu'est-ce qu'on devrait retenir du message de Jean-Luc Bion sur l'indépendance? Oui, c'est ce que j'ai dit tantôt. Bon, pour lui, on n'est pas indépendant, c'est ça? Je vais dire, dans la vie de chaque être humain, il y a des aspects de sa vie où il est indépendant, où il ne l'est pas. Donc, on peut l'étendre maintenant à l'échelle nationale. Donc, l'indépendance, est-ce que ça veut dire forcément qu'il n'y a plus d'étrangers qui travaillent dans l'économie? Non. Il appartient sans doute à un gouvernement d'infléchir sa politique en matière de création de richesses pour que ça bénéficie beaucoup plus à ses nationaux. Mais le constat est là, si les Ivoiriens sont plus en train d'aller dans des concours de la fonction publique, police, gendarmerie, ENA, plutôt que s'orienter dans les initiatives privées,
Bon, est-ce que nous avons essayé aussi des initiatives privées et puis nous n'avons pas eu... Je sais par exemple qu'au ministère de la Jeunesse, il y a un fonds pour soutenir la jeunesse qui a pour critère, il faut avoir tout au plus 40 ans ou moins de 40 ans. Il y a ces fonds. Est-ce que les jeunes ils vont souscrire à ces modes de financement-là? Est-ce que quand ils prennent cet argent, ce n'est pas quitter le pays? Est-ce qu'il y a tout cela? Bien, en somme, les Ivoiriens, les jeunes ne vont pas vers les mécanismes mis en place par le gouvernement? Non, je ne sais pas si c'est les jeunes qui c'est la n'y question vont pas. que vous vous posez alors. Voilà. Bien, puis Chéri Balé, qu'est-ce que l'on devrait comprendre par ce message de Jean-Louis Billon, cadre du PDC RDA? Le message du ministre Jean-Louis Billon est très clair et il est très juste. Il est très clair, il est très juste pour la simple raison que l'indépendance n'est pas un vain mot. L'indépendance a un contenu et l'indépendance se base sur beaucoup de choses, comme la monnaie, comme l'indépendance économique, comme la langue et beaucoup d'autres, l'indépendance même en matière de défense aussi et tout. Mais par rapport au point que le président, le ministre Jean-Louis Billon a évoqué, c'est important de souligner que c'est de la volonté politique que tout découle. Ce n'est pas les infrastructures avant la volonté. Les infrastructures même sont l'émanation de la volonté. Bien. Mais la volonté politique se manifeste d'abord par le cadre légal même et fiscal qu'on met en place pour encourager l'entreprise. Nous sommes dans un pays où on prend de bonnes lois, on ne les applique pas, et puis comme on dit en Côte d'Ivoire, ça ne va pas quelque part. On demande aux jeunes de venir entreprendre. Il y a des gens qui laissent tout, qui étaient confortablement installés dans d'autres pays, comme le jeune Élisée Kouakou qui est actuellement en prison pour rien, qui est venu entreprendre. On l'a mis en prison parce que simplement l'administration ivoirienne fonctionne mal. Et il n'est pas le seul, il y en a même qui se plaignent que l'argent pour les investissements arrive, ça disparaît dans les banques. Même le programme des jeunes dont il parle, l'accès à ce programme-là, il est opaque. Si vous voulez faire un micro-trottoir, vous allez demander aux jeunes Ivoiriens comment on accède au PJGou. Vous allez voir combien de personnes pourront vous répondre. Il y a des agences emploi jeunes dans les différentes communes. Il y a des agences emploi jeunes mises en place. Agences emploi jeunes même là, en ligne même pour s'inscrire, même des fois c'est un problème. Donc ça ne suffit pas de prendre certaines dispositions. Ce qui empêche l'indépendance. Il faut que le système soit opérationnel et que toutes ces personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat soient dans un cadre assaini qui leur permette réellement d'atteindre leurs objectifs. Ici, on détruit l'entreprise des jeunes. Il y a pourtant des jeunes qui bénéficient de ce projet-là. Ils sont combien? Ils sont nombreux, des milliers de jeunes Ivoiriens. Non, donnez-nous les chiffres précis parce que nous, ce qu'on sait, c'est que le cadre légal, fiscal et même opérationnel entrave l'entrepreneuriat. Maintenant, on n'a pas dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'étrangers dans l'économie. Il y a des Ivoiriens aussi qui investissent dans d'autres pays. Ce qu'on dit, c'est de ne pas tout donner à l'étranger et de créer le cadre pour que les entreprises nationales aussi se développent au point qu'elles puissent dominer même les entreprises étrangères. Merci. On a en tout 14 minutes pour terminer cette émission avec les différentes rubriques qui restent. Chéri Balé, quels sont les flops des leaders de l'opposition à travers les messages? Moi, j'ai retenu un flops dans le discours du président Thiam qui a parlé de la bonne organisation de la CAN. Bon, je ne sais pas s'il a oublié qu'il y a eu une mafia autour de la vente des tickets qui a sali l'image de la Côte d'Ivoire. Bien, mais la CAN a été bien organisée, ça tout le monde dans le sait. Dans l'ensemble, elle a été bien organisée. Mais moi, je n'aurais pas pris cela pour un exemple parce que, comme je dis là, il y a eu la mafia autour des billets. Il y a eu le fait que les FDS qui ont été mis à contribution pour sécuriser la CAN n'ont pas été payés comme il se doit. Il y a eu le fait que jusqu'aujourd'hui, où on parle, il y a des prestataires de la CAN qui ne sont pas encore payés. Il y a des gens qui ont fini aussi leur contrat et leurs soldes de tout compte ne sont pas encore payés. Donc pour moi, il n'est certainement pas informé. Bien. Le Premier ministre avait également dit qu'il allait recevoir la presse. Jusqu'à ce jour, les journalistes n'ont pas été reçus par le chef du gouvernement. Thomas Gessambi, les flops des discours tenus par l'opposition ivoirienne. C'est ce que vous-même vous avez relevé en me donnant la parole sur le chapitre qui les concerne. Le fait de plus mettre sous des projecteurs, sous des mauvais jours,
ce qui ne va pas sans toutefois proposer. Et certains parmi eux ont déjà été à des niveaux de gestion de ce pays. Il y a eu des grands absents, Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan, pas de discours, pas de message. Ils sont peut-être préoccupés par d'autres choses. À chacun son agenda et sa gestion. Donc, ils ont plusieurs canaux d'expression. Si ce n'est pas eux-mêmes directement, c'est par personne interposée au niveau de l'organisation de leur parti. Ce qui n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, je veux dire, avec les supports de diffusion que sont les réseaux sociaux, bon, chacun se donne ce loisir-là d'une adresse à la nation. Bon, tout cela alimente la démocratie et puis donne de l'oxygène à la démocratie en Côte d'Ivoire. Bien, dernière question, Paul Chéric Balé. Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan n'ont pas adressé de message officiel aux Ivoiriens. Oui, bon. En fait, je ne suis pas dans leur tête pour savoir quel pourquoi. sens vous donnez pour moi, leur silence? Ils ne l'ont pas fait parce que, justement, depuis des années, il y a beaucoup de choses qu'on dit qui ne sont pas résolues. Justement aussi pour dire que ne pas avoir fait de propositions dans les discours n'est pas un problème parce que il y a des propositions qui sont implicites. Quand, par exemple, le président Soro Guillaume dit la CEI n'est pas indépendante, c'est évident que la proposition, c'est qu'on travaille à son indépendance. Maintenant, que le président Affi et le président Gbagbo n'aient pas fait de discours, moi, je ne crois pas que ce soit un problème parce que le seul discours qui est réellement attendu, c'est le discours du président de la République et aussi parce que c'est lui seul qui actuellement a la décision. Les autres, ils peuvent parler, mais ce n'est pas eux qui ont la décision, donc c'est pas... Bien, madame, monsieur, c'est la fin de ce sujet. Place maintenant au carton rouge. Carton rouge avec Paul Chéric Balé, c'est parti. Mon carton rouge va à l'endroit du président de la République qui nous a montré qu'il est complice avec les démolitions que M. Bakongo fait. On ne peut pas comprendre qu'il y ait eu des dizaines de déguerpissements sans mesure d'accompagnement. Les gens sont dans la détresse, il vient, il fait un discours, il ne parle que du 4e pont, il ne parle pas des autres déguerpissements et M. Bakongo continue de sévir. Je voudrais aussi adresser un carton rouge rapidement aux militants du RHDP. Leur histoire de grain, là, moi, ce n'est pas mon problème. Ce qui est important, là, c'est ce qu'on dit. Est-ce que ce qu'on dit est vrai? Et puis, ce n'est pas un individu qui décide que quelqu'un est de la société civile ou pas. Pour être de la société civile, on dépose nos papiers au ministère de l'Intérieur et puis on nous donne l'autorisation d'exercer. Donc, soyons constructifs, parlons vrai pour trouver les vraies solutions. Ce qui est sûr, nous sommes dans notre rôle et nous continuerons à l'assumer, car quoi qu'en pense, on va dire, les vrais militants des grains ou bien, je ne sais pas, partisans des grains. Voilà. Bien, Paul Chéric Balé, Thomas Guessambi, vous allez réagir rapidement aux questions sur ces cartons rouges. Vous avez maximum 30 secondes aujourd'hui. Non, je voulais simplement dire, est-ce que ce n'est pas un peu fort le carton rouge que Paul Chéric donne au président de la République? Il y a déjà eu quand même un conseil des ministres qui l'a présidé et qui, dans son communiqué, a relevé le sentiment du chef de l'État sur la question des déguerpissements, où il a souhaité... Son sentiment ne règle pas les problèmes des déguerpis. Où il a souhaité que le déguerpissement soit à visage humain. Et je pense que cela a été pris en compte. Donc, bien, ça a même été dit dans le discours du chef de l'État le 6 août. Il a demandé que les déguerpissements se fassent dans le respect de la dignité humaine et des lois en vigueur. C'est ça le problème. Il suffit pas de demander. Thomas Guessambi, votre carton rouge. Votre carton rouge. Mon carton rouge, c'est toujours lié à l'incivisme. Cette liberté qu'on se donne de poser devant sa cour, qui bien souvent n'est pas notre propriété privée. C'est peut-être, nous sommes en location, et puis on érige ce qu'on appelle les dos d'âne sur les routes. Bon, ça a pour conséquence d'abord de dégrader le bitume, qui est cher en ces temps. Ensuite, que cela ne soit pas aussi réglementé. Donc, c'est ça mon carton rouge. Bien, Paul Chéric Balé, réaction sur ces cartons rouges, oui, aux questions, c'est un carton rouge qui est juste, mais il y a pire même. Il y a des rues secondaires qui sont fermées simplement parce qu'un membre du gouvernement habite là. On ne doit plus passer là.
Donc c'est un incivisme qui est vraiment généralisé. Il serait bien que les mairies prennent les dispositions pour libérer toutes ces voies-là qui sont prises en otage par certaines personnes. Bien, maintenant, le chiffre du jour. Bien, le chiffre du jour, c'est 4 412 045 francs. Qu'est-ce que ça vous dit? CFA. Je n'ai jamais trouvé, moi. Alors, 3 membres de la gendarmerie nationale ont été arrêtés le vendredi 26 juillet 2024, soupçonnés d'avoir volé une somme de 4 412 045 francs CFA lors d'une opération de perquisition menée la veille au domicile de NK Moïse, mécanicien et taximètre, nous dit nos confrères de l'Infodrome. La découverte de ce vol et de la dissimulation des faits ont eu des répercussions immédiates. Les 3 gendarmes ont été placés en détention et une procédure disciplinaire est en cours. Les autorités ont saisi 4 téléphones appartenant aux suspects qui seront analysés par la section d'analyse des traces technologiques pour recueillir les preuves supplémentaires. L'affaire qui secoue la cellule antidrogue du port autonome d'Abidjan soulève des questions sur l'intégrité des forces de l'ordre et de la gestion des saisies lors des opérations de perquisition. Thomas Guessambi, votre réaction sur ce chiffre du jour? Non, ce que je dois dire simplement, parlant de la gendarmerie, c'est pro patria, pro lege, pour la patrie et pour la loi. On ne peut pas être un homme qui contribue au respect de la loi et être au-dessus de la loi, ne pas la respecter. Mais ce que je sais, c'est que selon qu'on soit même dans le domaine religieux, dans les abeilles, partout, il y a toujours des mauvais grains. Mais c'est le fait de ne pas pouvoir les extirper et le fait de ne pas pouvoir les punir quand ils posent des actes répréhensibles qui peut poser problème. Donc là, le fait de l'avoir relevé, de l'avoir communiqué, est bon pour l'image de la gendarmerie pour moi. Pécheric Balé, réaction sur ce chiffre? Oui, ce sont des faits qui ne sont pas nouveaux. C'est bien qu'on décide maintenant de les rendre publics parce que on a entendu plusieurs fois des plaintes dans ce sens sans que véritablement il n'y ait eu de communication dessus. Et on espère que ça va aider les forces de l'ordre à rester dans leur rôle et à ne pas commettre d'impair dans l'exercice de leurs fonctions. Merci à vous. Rendez-vous lundi. Merci à vous également, Thomas Guessambi. On se prend la semaine prochaine, chers téléspectateurs. Voici, c'est la fin de ce numéro de Entre deux News sur les antennes de Reflet TV. N'oubliez pas surtout de vous abonner, vous qui suivez l'émission sur notre page Facebook. Rendez-vous lundi à partir de 20h15. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu veille sur vous. Bonsoir.